Parmi tous les rois que connut le Dankara, Massel el-Salem est sans nul doute la figure la plus adorée. Patron des arts, père du progrès ou encore fils du ciel, autant de surnoms dont les historiens ont pu le parer. Mais qui fut-il réellement ? Il me semble important de rappeler que Massel el-Salem succède à Ali bin Soli dans une période de grave crise civilisationnelle. En effet, le début du XVIe siècle voit simultanément s'ouvrir de nouvelles routes commerciales vers le sultanat et arriver les premiers marchés européens. Ces deux événements vont faire réaliser au roi l'immense retard technologique qu'a accumulé le Dankara sur les autres grandes puissances de ce monde. Pour résoudre cette crise, une seule solution, soutenir les hommes de science et de lettres. Un choix dans lequel le jeune roi va engloutir la fortune accumulée par ses prédécesseurs. Cette prodigalité le fera passer dans l'histoire en tant que grand mécène des arts et des sciences, en attirant au Dankara les plus grands esprits d'Afrique. Il offrira par là à la culture akane ses premières grandes œuvres poétiques et littéraires. En fait, Massel el-Salem est bien conscient de deux choses. D'abord, sans un investissement massif dans l'éducation, le Dankara risque de mettre des décennies pour rattraper son retard. Ensuite, et c'est là une certitude, pour continuer de s'étendre, le pays devra entrer en guerre ou contre l'Espagne ou contre le sultanat avant la fin du siècle. Oui, qu'il y a quand même une intrication d'intérêt. Si on se renseigne un peu, on constate que le développement culturel du pays n'a été que le corollaire d'une ambition fondamentalement belliqueuse et guerrière. De même pour le système des griots, qui sous ses airs de sainteté cache un formidable appareil de propagande d'État. Les historiens s'accordent sur le fait que Massel el-Salem fut un grand amateur d'art qui inventa le système des griots pour diffuser, de manière très novatrice, la jeune littérature akane dans le royaume, les conteurs assurant ainsi l'éducation morale et culturelle du peuple. C'est ce qui permit entre autres de faire connaître tous ces fonds d'Akebe ou encore Petit Piment de Mabankou. C'est la première grande œuvre du Fils du Ciel, établir un enseignement libre et gratuit pour tous. En 1506, la soumission des Fouges ouvre une route vers la péninsule arabique, permettant plusieurs voyages diplomatiques vers les sultanats. Ces ambassades donneront l'opportunité à Massel el-Salem de découvrir les différentes écoles islamiques ainsi que le rôle qu'elles jouent au sein du califat. Cette découverte des structures politiques sous-tendant l'islam servira de déclencheur pour la seconde grande œuvre de son règne, la restructuration des cultes fétichistes. En effet, s'il avait déjà perçu depuis quelques années la nécessité de réformer le fétichisme afin de lutter efficacement contre l'expansion rapide des monothéismes en Afrique, il n'avait pas encore trouvé de modèle structurel auquel adosser ces réformes. Cette restructuration se base sur deux constats majeurs. D'abord, il y a un intérêt immense à avoir une seule religion, tant dans le gouvernement intérieur que dans la politique extérieure. Ensuite, la diffusion de textes fondateurs, tels le Kebra Nagas, a un immense potentiel fédérateur puisqu'il légitime le pouvoir du roi en donnant aux différents peuples du royaume une histoire et une ascendance commune. Partant de ces deux constats, son idée est simple, mettre en place des officiants itinérants, à la fois conteurs et missionnaires, qui œuvreraient au bien-être du royaume. Cette nouvelle fonction des griots étant à la fois leur attribution et leur devoir, puisqu'ils auront dès lors pour rôle de maintenir la paix sociale et la confiance dans le gouvernement, deux grandes garantes de stabilité politique. C'est avec cet objectif en vue que Massel el-Salem mobilise les architectes et maçons royaux pour construire dans tout le royaume une centaine de monastères où seront formés les futurs griots. La formation de ces derniers commence par 9 années d'études monastiques où ils apprendront les lettres, les contes, la philosophie et la théologie. Ils devront ensuite effectuer un voyage de 4 ans à travers le royaume pour obtenir le titre de griot. Après au moins 10 ans d'itinérance, ils pourront effectuer un pèlerinage au temple de Tombouctou pour être reconnus en tant que griotiers. Ce titre les autorise à s'établir dans un monastère où ils se consacreront à l'écriture et à l'éducation des générations futures. Les griots, s'ils ont l'oreille du peuple, doivent en échange porter sa voix. Il faut donc qu'ils gardent un lien direct avec la royauté. En ce sens, on va établir comme tradition, pour le roi, de se recueillir le premier mardi du mois, occasion pendant laquelle tout griot peut l'entretenir des problèmes de simple jeu. C'est grâce à ce système que put être désamorcée la révolte des bonnets rouges ou menée à bien la célèbre conjuration d'octobre. Nous voyons donc que sous le règne de Massel el-Salem, le royaume s'est recentré sur lui-même, tout occupé par la modernisation du pays et la transformation de ses institutions. Cette période fut-elle pour autant une parenthèse pacifique entièrement tournée vers la culture et les arts ?
Alors, si son règne fut une période de prospérité, ce n'était pas pour autant une période de paix. Déjà, parce que cette période est marquée par la conquête de l'Éthiopie et la soumission des tribus environnantes. Ensuite, parce qu'elle voit apparaître les premiers conflits avec les royaumes européens. En fait, les premiers marchands à arriver sur les côtes du Gabon sont des esclavagistes, qui voient d'un très mauvais œil l'emprise du Dankara sur la région. On voit ainsi naître, dès 1490, une série de conflits larvés avec le Portugal, lequel arme, sous couvert de libre-échange, plusieurs minorités ethniques et religieuses afin de déstabiliser le gouvernement Akan. Ces conflits changeront de nature au début du XVIe siècle, avec l'implantation massive d'ordres jésuites sur les côtes africaines. Si les missionnaires connaîtront d'abord un franc succès, plusieurs vagues de conversion venant renforcer l'influence de la couronne sur la région, la restructuration du fétichisme viendra enrayer la propagation du christianisme avant d'y mettre un terme définitif au XVIIe siècle. Philippe II utilisera alors cet échec comme prétexte pour envoyer son armada ravager les côtes du royaume et s'emparer du commerce de l'ivoire. L'impossibilité de briser le blocus maritime, conjuguée à la menace d'une invasion par le Sahel, va contraindre Massel El Salem à abandonner différents territoires côtiers aux pays européens. Cette humiliation marquera durablement les élites Akan, dont les nombreux écrits vindicatifs feront naître une velléité de revanche durable contre les royaumes chrétiens.